Bonjour, bienvenue à cette première table ronde du 6 avril 2023. Je m'appelle Brigitte Sillon, je suis présidente du conseil scientifique de la Maison d'Isieux et j'ai le grand honneur d'avoir à cette table trois personnes qui ont été des acteurs clés au moment de la mise en place du mémorial de la Maison d'Isieux en 1993. À ma droite, Pierre Birnbaum, historien, qui était membre du premier conseil scientifique, suivi de Hélène Westbord-Loin, qui était conseillère spéciale du président François Mitterrand pour les grands travaux, et suivi de M. François Guiguet, qui est architecte et qui était le scénographe de la Maison d'Isieux à son origine. Alors, on va procéder par quelques échanges que j'ai la chance de modérer, et ensuite vous aurez l'occasion de poser des questions à votre tour. Il y a un micro qui circulera. Je vous demanderai à ce moment-là de poser votre question brièvement et de vous présenter avant de le faire. Mais pour l'heure, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones portables, mettez-les sur mode avion, silence, que vous voulez, parce qu'on a vraiment de la chance d'avoir ces invités parmi nous aujourd'hui, et toute notre attention leur est due. Alors je vais commencer par demander à chacun d'entre eux un souvenir de l'époque de 93, des années qui ont précédé, un souvenir marquant à la place que vous occupiez dans la mise en lieu de mémoire de cet endroit magnifique que nous nous trouvons aujourd'hui. Pierre Birnbaum. Je peux parler? Je ne sais pas très bien quel souvenir choisir. Peut-être quelque chose de très personnel. Je me souviens de nos très longues discussions dans un jardin parisien avec Roland Rapaport, où l'on se disputait pour savoir quelle place il fallait accorder dans l'imagination, enfin la mise en place de ce musée, de la dimension juive et de la dimension purement française. Et les deux sont largement entremêlés. Je pense que Roland, ancien communiste, et il ne l'était plus à l'époque, défenseur d'un universalisme tout à fait respectable et important, était très réticent à ce que la dimension juive apparaisse trop. Je pense que peut-être qu'elle n'apparaît plus assez maintenant, et qu'en tout cas, c'était une belle discussion que nous avions ensemble. Je peux ajouter comme souvenir également des choses qui n'ont plus grand intérêt de nos jours. C'est la mise en œuvre, au fond, comment on a imaginé ce conseil scientifique au coin d'une table chez Roland, Geoffroy Saint-Hilaire, et à quel nom on a pensé, et en particulier à celui d'Adam Greenberg, qui a joué un rôle essentiel dans l'imagination donc de ce musée. Il y avait une discussion entre Roland Rapaport, ce sont des noms pour vous qui ne vous disent rien, mais entre Henri Rousseau, Roland Rapaport et moi-même, au fond, on a été un petit peu tout de même à l'origine de la perspective dans laquelle ce lieu de mémoire pouvait prendre place, qui n'est pas une perspective totalement anodine. En ce qui me concerne, à l'époque, j'avais publié plusieurs ouvrages sur l'affaire Dreyfus. J'avais recommandé Anne avait fait elle était en train de le faire, où elle l'avait écrit, son petit livre sur la Shoah, découverte Gallimard. Henri Rousseau est forcément intéressé par ces questions. Donc il était très présent ce lien entre comment inscrire un lieu de mémoire dans la République. Et puis je vais terminer peut-être encore sur un point spécifique, c'est que, à mon sens, la recherche de la mémoire, la question de la mémoire et de la mémoire juive en particulier, qui se pose de nos jours de manière assez banale, ne l'était pas à l'époque. J'en donne un exemple. Pierre Nora commençait à publier ces fameux lieux de mémoire, les 7 volumes des lieux de mémoire. Sur les 7 volumes des lieux de mémoire, il y en a un seul qui concerne la mémoire des Juifs de France depuis le Moyen-Âge, c'est celui que j'ai écrit moi-même. Et si l'on regarde les 7 autres volumes, cette dimension n'apparaît à peu près jamais nulle part. C'est-à-dire que cette question de la mémoire, des lieux de mémoire, qu'est-ce qu'un lieu de mémoire, était posée par Pierre Nora, et donc on débouche sur les questions sur Isieux comme lieu de mémoire, et qu'est-ce que ça peut représenter dans l'ambiguïté même de cette expression. Elle ne se posait pas, en tout cas à l'époque, je crois, pour la dimension juive de la société française. Gardez votre micro. Merci. On va revenir sur tous les points que vous avez évoqués. Hélène, votre souvenir de
cette époque préparatoire? Je voudrais rappeler pour commencer, en 3 mots, le choc que représentait le procès Barbie avec, disons, les enfants juifs qu'on est allé chercher au bout du monde comme du gibier, à un moment où l'armée allemande avait d'autres chats à fouetter que d'aller s'occuper de ces enfants innocents, avec les combats partout autour dans les maquis. Donc il y avait cela, il y avait la figure du bourreau, pour la première fois, Barbie, qui avait été retrouvée et ramenée de force en France, le témoignage des mères, donc beaucoup de choses tout à fait bouleversantes et qui, si vous voulez, pour la première fois, des notions qui étaient encore vagues à l'époque par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, prenaient un visage, prenaient corps. Alors sur le plan très personnel, ce qui est tout à fait important et qui a été le lot de beaucoup à l'époque, je dois dire que ce moment a représenté pour moi un véritable séisme dans le temps. J'avais un certain nombre de décennies déjà, j'avais vécu beaucoup de choses, occupé pas mal de fonctions, rencontré beaucoup de gens, voyagé, et tout d'un coup, suite aux images de ce procès, je retrouvais une petite fille que j'avais refoulée, une petite fille de l'automne 42, qui était sortie un jour de l'école maternelle, croyant se jeter dans les bras de son père, et il n'y avait personne. Ses bras étaient retombés le long du corps, et une femme qu'elle ne connaissait pas s'était avancée, l'avait empoignée et lui avait dit « Tes parents sont partis en voyage ». Je ne peux pas imaginer, même si j'ai essayé ensuite de le faire par l'écriture, je ne peux pas imaginer ce que furent, on ne peut pas dire les pensées, les sentiments, l'attitude intérieure de l'enfant à l'époque, mais il est certain que c'était quelque chose d'absolument inacceptable et incroyable. J'étais fille unique, adorée de mes parents. Ils ne seraient jamais partis en voyage sans leur enfant. Donc, vous voyez, tout d'un coup, par un véritable tsunami, je dirais 50 ans d'efforts, de réussite sociale, de conquête, laisser place au néant. Il fallait retourner en arrière, le dos au mur, et se mettre à la recherche de soi, l'écolière de soi-même. Et je dois dire en ce sens que la Maison d'Isieux a été un lieu très privilégié et que j'ai eu beaucoup de chance. On en parlera dans ce qui va venir suite à la composition du Conseil scientifique. François Guiguet. Alors, après tout ça, c'est vrai que c'est compliqué de faire le tri dans ses souvenirs. Je me mets à la place de vous tous et toutes qui êtes là avec chacun votre histoire et votre génération, votre âge très différent. Et justement, ce que j'avais peut-être comme premier souvenir de mon histoire avec Isieux, c'est peut-être plusieurs choses qu'il faut mettre, j'allais dire, les unes à côté des autres. Le premier, c'est un coup de téléphone d'une dame
que vous connaissez, qui était Claudie Georges François, qui travaillait en fait au ministère de la Culture pour les grands projets, et qui un peu me demandait si j'étais d'accord pour travailler sur ce projet, parce qu'il y avait eu déjà pas mal de gens qui s'étaient un peu cassé les dents dessus, et il fallait faire quelque chose. Le temps passait et il fallait effectivement honorer bientôt un délai important d'un anniversaire, qui était effectivement 1994. Premier souvenir. Donc, je ne connaissais pas bien l'histoire, ce que vient de dire M. Birnbaum. Mme Weisbord, je les connaissais, mais comme, j'allais dire, un spectateur de films historiques ou quelqu'un qui avait juste cette histoire dans la tête, mais qui n'était pas, j'allais dire, dans mon intimité. La deuxième chose, c'est une fois que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, me rendre compte que c'était extraordinairement compliqué. Et effectivement, le conseil scientifique, on en avait vraiment besoin parce qu'en fait, il fallait faire le tri entre ce qui pouvait être des connaissances molles et partagées, et puis quelque chose qui peut être aussi une sorte de sensibilité mal gérée par rapport à ces sujets. Donc, deuxième chose, après ce travail, effectivement, de se sentir validé dans le fait qu'il correspondait à ce qui était attendu, c'est-à-dire effectivement la réconciliation de ces deux sujets, c'est-à-dire la grande histoire et l'histoire, j'allais dire, un peu individuelle, emblématique, vécue. C'est compliqué d'imaginer cela, mais surtout ce qui est plus compliqué encore, c'est quand Pierre-Marcel Wilzer, à l'issue de ce premier bac, comme on disait dans le temps, hein, ce premier tour de piste pour essayer de trouver comment raconter de l'histoire là-dessus, dans un lieu donné, quelle taille lui donner. Donc Pierre-Marcel Wilzer m'a dit, Madame Zatin aussi, ils m'ont pris tous les deux dans leur bureau, je crois que c'était d'ailleurs chez vous, et en fait ils m'ont dit, Monsieur Guiguet, si vous nous laissez maintenant, on ne va pas y arriver. Et je me dis, oh là là, au secours, c'était pas prévu. Donc en fait, je leur ai demandé quelques jours, et le lundi, ça devait être le jeudi, et je leur ai dit, ok, on y va. On y va, mais je savais que j'allais passer, j'allais dire, une partie de ma vie allait y passer, en gros. Parce qu'en cheminant, je me suis aperçu de beaucoup de choses, notamment de la profondeur du sujet. C'est un sujet planétaire, c'est un épicentre ici, c'est quelque chose qui raconte énormément de choses dans un lieu qui est, comme disait magnifiquement ce matin une jeune fille à la fois petit et immense. Et du coup, quand on est jeune architecte, ce que j'étais à l'époque, et je devance une question future, à savoir est-ce que j'avais déjà travaillé là-dessus? Absolument pas. Donc quand on a simplement une sensibilité et j'allais dire une culture d'honnête homme, on va dire, effectivement, si on est lucide, on se dit c'est énorme. C'est énorme de trouver sa place. Donc ensuite, le troisième souvenir que je pourrais avoir, c'est effectivement celui de l'inauguration. Quand on rapproche tous ces moments, on se dit, je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé entre chacun de ces moments, mais on se dit, faut se rendre compte de ce que c'était. J'ai des photos de ce jour-là. Il y avait, entre guillemets, tout le Gotha politique, il y avait les GIGN sur les toits, c'était considérable. C'était François Mitterrand qui inaugurait. Et je me suis dit, en raccourci, a priori, on est allé au bout déjà. Et dans cette même journée, Madame Zlatin m'a pris à part et m'a dit « Merci, vous m'avez rendu ma maison ». Alors c'est vrai que là, en fait, je me suis dit peut-être que j'aurais fait un truc dans ma vie, quoi. Et ne serait-ce que ça. Donc du coup, depuis, ce que je vis professionnellement, c'est non pas un sursis, mais c'est un supplément à ce qui s'est passé ici. Donc voilà, il n'y a pas un souvenir, il y a peut-être un rapprochement de plusieurs souvenirs. Et en fait, à la fin, il y a un résumé qui est peut-être qu'il faut chercher aussi à remplir une mission. En plus, le faire ici dans une modestie indispensable, parce qu'on n'est pas ici pour surajouter un désir de créativité.
C'était ça d'ailleurs qui faisait que j'avais dit « Ok, on y va ». C'est parce que je pensais que l'anonymat que je représentais, je n'étais pas un grand architecte, je n'étais pas un artiste, était une garantie que peut-être les choses pouvaient au moins être sérénisées sur ce plan-là. C'est-à-dire ne pas avoir quelqu'un qui surajoute sa propre expressivité à un sujet qui n'a qu'une seule obligation, c'est qu'on le laisse tranquille. Voilà. Alors, une des fois qu'on a entendu, il y avait un côté, je dirais presque expérimental à vous entendre, tant du point de vue scientifique, que du point de vue de l'architecture, que du point de vue de la mise en place et les choix politiques. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce côté work in progress, si on peut dire quelles étaient les questions à l'époque qui se posaient? Est-ce que une des questions difficiles à résoudre, c'était le fait que, comme on l'a beaucoup dit déjà ce matin et comme on le sait, la Maison d'Izieu est à la fois un lieu de vie qui est aussi associé à une tragédie funeste. Et donc, est-ce que c'était l'un des enjeux difficiles à aborder, ou est-ce qu'il y en avait d'autres dans la mesure où vous étiez un petit peu, si je comprends bien, vous étiez un petit peu à tâtonner, chacun dans votre domaine? Hélène? Oui, il faut d'abord rappeler que le conseil scientifique a été très tardivement réuni et constitué. Le réaménagement des bâtiments était déjà très largement avancé, sous la responsabilité de François Guiguet, qui en a très très bien parlé avec cette notion de l'anonymat, et c'était d'ailleurs tout à fait réussi. Mais vous aviez agi sans conseil scientifique, dans la volonté de respecter l'intégralité des bâtiments tels qu'ils étaient. Ce qui a déclenché, autant que je me souvienne, la création d'un besoin, le besoin d'un conseil scientifique, ça a été une proposition, je ne sais pas de qui elle émanait, de constituer le long de l'allée qui monte à la maison un chemin jalonné avec des bornes audio où on entendrait la voix des enfants. Et à ce moment-là, il y a eu dans la communauté qui suivait les travaux le sentiment que c'était quelque chose d'inadmissible. Et en effet, il n'y a pas du tout besoin de compassionnel à la Maison d'Izieu. Ce qui est essentiel, et on ne le redira jamais assez, et moi je suis très fière dans la petite mesure où j'y ai participé et heureuse que ce soit ainsi, c'est le très grand respect de l'existant, le très grand respect des lieux et de l'absence des enfants et de leur vie, des souvenirs de leur vie. Dans des lieux comme celui-là, il en existe peu. Et je dirais, d'une manière générale, et je suis heureuse qu'il y ait ici de nombreux jeunes pour écouter, d'une manière générale, quand on s'exprime sur la Shoah, il faut le faire à minima. Il n'y a pas besoin, je dirais, de monter sur ses cothurnes. Il faut parler un peu à demi-voix, en faisant confiance au lieu, à l'émotion qu'il suggère, et ensuite au travail sur la connaissance des faits. Donc cette proposition de chemin compassionnel a été rejetée à l'unanimité, et le Conseil a été là-dessus immédiat. Et comme j'y participais, moi, au titre de l'éducation nationale, qui est ma maison, j'étais professeur, puis inspecteur général, j'ai proposé qu'en particulier, on ait tout à fait le souci de la transmission
à un public jeune. Et comme venaient d'être créées, un peu sous mon impulsion, les classes découvertes et les classes patrimoine, avec la possibilité de rester dans un lieu un peu de temps pour étudier et réfléchir, donc j'ai proposé que le public privilégié soit celui de la jeunesse. Et ça a été accepté. Voilà. Pierre Birnbaum, alors les discussions du conseil scientifique et les difficultés inhérentes à ce nouveau projet. Je voudrais revenir à ce que je disais il y a un instant, et ça confirme ce que vous venez de dire. À l'époque, il n'y a pas de lieu de mémoire. À l'époque, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut les imaginer. Les livres de Nora viennent de sortir. Pierre Nora fait partie du comité scientifique. Il vient ici, comme nous tous, la première fois ensemble. Philippe Joutard, les protestants. Au fond, on se trouve confronté à un vide. Enfin, il y a une maison, mais comment construire quelque chose qui va devenir un lieu de mémoire? Pas du tout dans le sens de Pierre Nora, je pense d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il s'y reconnaîtrait lui-même. Je crois qu'il faut bien voir que la République, elle est unique, elle est unie, et elle est une nation homogène et une nation extrêmement renfermée sur elle-même, enfin, qui a une unité territoriale et culturelle, mais cette République, elle est aussi composée de nombreuses histoires spécifiques, de nombreuses catégories d'étrangers qui viennent de partout, d'Italie ou de n'importe où. Et il y a cette question que ces petits-enfants, dont beaucoup sont français, je pense que ce n'est pas suffisamment dit quand on regarde la liste des enfants, beaucoup sont de nationalité française. Si on regarde les textes qui sont affichés là-bas, de manière très étrange, c'est parfois marqué français, nationalité française, virgule, juif. Très étrange. Je n'ai jamais vu une mention de ce type-là. Ces enfants, pour beaucoup d'entre eux, sont nés en France ou en Algérie, qui à l'époque est de territoire français aussi. Donc c'est au fond la rencontre entre la République, qui retrouve sa majesté, et puis une histoire qui a été assez négligée dans une société où les lieux de mémoire proprement juifs n'existent pas. En dehors des cimetières, en dehors de quelques synagogues et d'anciennes rues de la juiverie qui ont disparu plus ou moins. Donc Isieux, c'est aussi cette question-là, comment construire quelque chose qui conserve tout de même, et peut-être pas assez de nos jours, je trouve, cette mémoire qui aussi est une mémoire juive. Elle est une mémoire française pour beaucoup, mais elle est aussi une mémoire juive. Et comment la montrer, comment la faire naître, comment la respecter, comment la prolonger dans notre société. Aujourd'hui, par exemple, le 6 avril, comment faire en sorte que cette mémoire, qui est aussi une mémoire juive, ne l'oublions pas, dans cette République française qui est la nôtre, puisse être entendue, respectée et prolongée dans le devenir. De ce point de vue, je voudrais, si vous me permettez, ajouter un point qui est presque un complément de ce que je vais dire. Nous avons le privilège d'avoir ici le fils de Pierre-Marcel Bilzer. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant, c'est la place de l'État. L'État de Vichy a trahi la fonction de l'État. La plupart des préfets de Vichy ont servi Vichy jusqu'au bout. Il n'y a pratiquement aucun préfet juste, il n'y en a même aucun. Mais par contre, il y a 3 personnes du corps préfectoral qui ont le statut de juste. Et l'un d'entre eux, c'est effectivement la personne qui est à Montpellier. Et Montpellier est un lieu absolument essentiel, puisqu'avec le préfet Bénédicte, je crois qu'il s'appelait, je ne sais plus comme ça, il y a là un lieu, au fond, de résistance au régime de Vichy, et un lieu où on donne la main. Et effectivement, c'est de là que va venir le lien avec Madame Zatin et avec Vichy. Et cette question, au fond, qui me taraude pour ma part, c'est comment est-ce que l'État de la République française, les hauts fonctionnaires de la République française ont pu, pour la plupart d'entre eux, ne pas la donner, cette main. Et l'exemple de Pierre-Marcel Bilzer est d'autant plus intéressant, d'autant plus formidable, que lui, effectivement, il a su trouver ce chemin en étant toujours au service de l'État vichyste, puisqu'il est en effet un fonctionnaire de l'État vichyste, comme le sont tous. Je crois que c'est cette question-là qui me paraît très intéressante aussi à traiter et qui mérite peut-être d'être davantage honorée, c'est-à-dire quels sont combien y a-t-il de justes parmi les fonctionnaires de l'État, de cet État vichyste qui trahit sa fonction et qui néanmoins, ces fonctionnaires, eux, osent dire non
et ose s'engager dans quelque chose qui va à l'encontre de l'idéologie générale. Oui, si je peux juste dire un mot quand même pour nuancer ce que vient de dire Pierre, c'est qu'effectivement, parmi les figures éminentes et au premier plan, il y en a très peu, mais dans les personnels ensuite secondaires, heureusement, énormément de fonctionnaires dans tous les domaines, que ce soit l'administration, la police ou la justice, ont tendu la main. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire et revenir à Isieux, mais la question elle s'adresse à tous les trois. Isieux est l'un des 3 lieux porteurs de la mémoire nationale en hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites commises par l'occupant nazi avec la complicité du gouvernement de Vichy, avec le camp de Gurs et l'ancien site du Vélodrome d'Hiver. Alors, c'est un honneur et un privilège pour Isieux. En quoi est-ce qu'Isieux se distingue, de votre point de vue, avec ce rôle des 2 autres sites? Je ne connais pas assez bien les 2 autres, mais en tout cas, je pense qu'ici, ce qui se passe, c'est finalement, on a un résumé complet d'une problématique et de sa dimension. C'est-à-dire que ce qui est important ici de comprendre aussi, c'est que viser un enfant est quelque chose qui est encore plus, j'allais dire, flagrant dans l'abomination. Et le fait de le faire à un endroit qui représente, je pense que ça c'est une chose aussi qui faisait partie de ce que on disait à un instant, la question du laboratoire et du tâtonnement, de savoir ne pas en faire trop, ne pas avoir à être surexpressif ou compassionnel comme vous disiez. C'est qu'en réalité ici, ce que l'on voit quand on arrive, c'est l'image d'un bonheur. En gros, ce paysage est parfait. C'est très probablement pour cela que Madame Zlatin l'a choisi. Du coup, c'est peut-être quelque chose qui ne sera pas exactement dans les autres sites. Cette, on va dire, scénographie naturelle du lieu, ici, vient à point nommé pour justement essayer de faire comprendre et sentir des choses. Et c'est pour ça que sa composition même, dans le projet qui a été fait, n'oublions pas une chose qu'on ne vous a pas dit, mais c'est que quand on m'a donné cette commande, la commande était de faire un mémorial, hein, et je n'avais que la maison. Et quand on y réfléchit, faire tout ce qu'on doit faire ici dans un seul lieu, qui doit à la fois être le lieu finalement quelque part sanctuarisé du souvenir, et en même temps lui rajouter de l'énoncé, de la compréhension didactique, c'est trop. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'essayer de séparer et de dire, nous avons un lieu, la grange, pour raconter l'histoire, nous avons un lieu pour comprendre l'absence, la maison, et puis nous avons un lieu pour capitaliser le savoir et faire la diffusion de ce savoir, c'est-à-dire la magnanerie. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle d'avoir ça. Comme c'est aussi un miracle, et je le dis encore une fois, c'est pour ça que ce lieu est unique, ce miracle topographique, c'est-à-dire en réalité que quand on rentre dans la grange, on est à un niveau plus bas. On est avant, on monte l'étage, la petite fenêtre dans le pignon de la grange cible la maison. C'est exactement ça qu'on voulait dire. Cibler ce lieu du bonheur retrouvé auquel on n'a pas droit. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, ce tableau de théâtre ne demande pas beaucoup plus que simplement permettre qu'on le sente, qu'il nous soit révélé, qu'on le réalise, en fait. Donc, après, dans les thématiques développées, évidemment, chacun a son partage sur les connaissances à prendre. Mais ici, je pense que c'est peut-être ce qui résume le mieux ces aspects qui sont à la fois planétaires, qui sont à la fois de connaissance et de sensibilité. Je pense que c'est ça qui peut-être fait que cette maison est à la fois petite et immense, parce qu'en fait, elle nous convoque à grande distance de nous-mêmes, mais en même temps, elle fait aussi
pour nous, elle rend la nécessité de faire ce travail sur nous-mêmes, de savoir ce que c'est que justement l'humanité dont il y a crime parfois. Hélène. Oui, je voudrais poursuivre sur la manière dont le lieu ici fait sens. Je reviens à mon souvenir donc, de la première réunion du conseil scientifique, quand j'ai découvert avec les autres le lieu d'Isieux. Alors, il y a deux choses qu'il faut rappeler. Avant la beauté, c'est la difficulté d'accès, en particulier à l'époque. Il n'y avait pas du tout d'autoroute. Donc c'était extrêmement bien plus long encore et bien plus difficile de parvenir jusque-là. Donc, ça signifie que même à cette période de grands combats et de grands risques pour l'Allemagne, la priorité restait la destruction des Juifs. Ça, c'est extrêmement important. Et l'autre aspect, c'est la beauté. Je veux dire, quand on arrive ici, et depuis tant d'années où j'y viens, ça ne s'est pas démenti. À chaque fois, c'est l'émotion de la beauté, l'émotion d'un lieu de paix, d'un paysage magnifique que les enfants ont regardé, qu'ils ont apprécié, des lieux où ils ont joué. Mais ça nous rappelle en même temps que lorsqu'on a affaire à un pouvoir acharné, et il y en a d'autres aujourd'hui, un pouvoir acharné comme l'était celui des nazis représenté par Barbie, aucun lieu n'est en sécurité. Aucune situation n'est à l'abri. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Pierre Birnbaum. C'est très étrange ces trois lieux parce qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est de montrer à quel point l'un est totalement imaginé, construit, prolongé par des expositions, un personnel y est en permanence, des fonctionnaires, ils sont détachés, des visites y sont organisées, c'est un lieu... Les deux autres, c'est le désert. Les deux autres, c'est le vide. Les deux autres, c'est l'absence. Les deux autres, c'est le vent, c'est rien, c'est l'absence. Aller à Gurs un jour, c'est un lieu battu par le vent, il y a vaguement une petite guérite avec vaguement une petite vidéo sur le côté. C'est un lieu où la mort est là, elle est morte, elle est là dans sa présence virtuelle, on la sent. Des dizaines de milliers de personnes étaient à Gurs, des dizaines de milliers. Il n'y a rien. Et pourtant, on est saisi par la dimension tragique de ce lieu dès qu'on y arrive. Le Veldiv, il n'y a rien, il n'y a pas de souvenir, il y a une seule photo, les autobus, il n'y a aucun souvenir, on n'a rien, on n'a pas de souvenir, on n'a pas de documentation. Et si vous allez au Veldiv, il n'y a rien, il y a une plaque dehors. Ce n'est pas un lieu qui vit, c'est un lieu où de temps en temps il y a une cérémonie qui dure quelques heures ou quelques minutes, et c'est tout. Et alors se pose au fond la question de l'équilibre entre le rien et le trop peut-être, ou le tout. Et c'est une question importante, je crois. Faut-il en faire, enfin, jusqu'où faut-il en faire et jusqu'où faut-il conserver une sorte de silence qui transmet le tragique et le désarroi, le désespoir. Aller à Gurs, c'est le désespoir qui vous saisit, mais de suite, sans qu'il y ait de bâtiment, sans qu'il y ait d'histoire, sans qu'il y ait d'aucune forme de représentation. C'est une question qui se pose simplement. Comme Birkenau. J'aimerais vous poser une dernière question avant de donner la possibilité au public de vous en poser une. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Terrible. Peut-être rien. Terrible question. Je crois que beaucoup de données nouvelles ont été intégrées dans la maison d'Isieux, et en particulier, ce qui est tout à fait important dans l'espace agrandi, c'est la notion de crime contre l'humanité et
l'espace consacré à la pénalité de ces crimes. Je crois que c'est très apprécié, ça, de la jeunesse, qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Comment punir les criminels. Tout récemment encore, il y a cette magnifique réalisation à partir des dessins d'enfants d'Isieux qui ont donné lieu à une vidéo, à un film qui est montré actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Et je vous recommande, ceux qui le peuvent, d'aller voir cette magnifique exposition. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont intégrés, mais qui sont complètement en cohérence avec l'histoire de ces 105 enfants qui sont passés par la Maison d'Isieux. Donc je crois que, écoutez, sans excès de vanité, c'était nous tous, je crois qu'on a bien fait de travailler à minima sur la base en laissant l'espace de développer l'essentiel, le souvenir vivant des enfants. Oui, c'est difficile de dire que tout est parfait. Je pense que l'une des difficultés ici, c'est d'articuler les échelles, entre guillemets, qui sont plutôt des échelles de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire en fait il y a des choses qui doivent rester petites, parce que c'était une maison, et puis les échelles que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire en fait c'est un lieu de rencontre et d'échange. Et du coup, la deuxième échelle, je trouve qu'elle n'est pas exactement à sa place ici, il manque des choses, hein. Alors je réfléchissais en même temps, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ce projet, j'avais jamais travaillé sur ces sujets-là, mais après j'ai travaillé sur le camp des Milles, à côté de Aix, où il y a beaucoup plus de place, bon, beaucoup plus de choses qui sont développées, notamment un théâtre. Et j'étais en train de me dire, tiens, ça aurait été très bien qu'ils aient une salle comme ça. Alors comment faire ici? C'est compliqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de capacité de persuasion que je n'en avais à l'époque, et du coup peut-être que j'aurais poussé à ce qu'on colonise un petit peu les environs pour qu'on puisse peut-être trouver de manière décentralisée les choses qui pourraient nous manquer ici. Alors on l'a un peu fait à Brigny-Cordon avec la maison des Îles-du-Rhône, mais voilà, c'est peut-être cette échelle-là. Et d'ailleurs, en fait, quand on voit les lieux de rassemblement ici, moi j'imaginais que les rassemblements se feraient devant la grange. En fait, ils se font dans la maison. Bon. Donc c'est vrai que cette maison, avec ce devant un peu engazonné, aurait peut-être avantage à être plutôt un peu plus une petite place publique qu'un jardinet. Parce qu'en fait, ce n'est pas de notre faute, c'est vous qui utilisez les lieux comme ça. Mais vous voyez, c'est plutôt à la marge. Et je pense qu'effectivement, c'est surtout cette question de la deuxième échelle qui est pour parler techniquement, hein. Je parle jargon, excusez-moi, mais c'est plutôt ça. Pour le reste, dans le ton, je pense qu'il ne faudrait pas faire autre chose, à mon avis. Il ne faudrait pas surfonctionnaliser les choses. Il faut supporter que ces lieux ne soient pas complètement pratiques. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu le respect qu'on doit déjà là, un lieu qui était fait pour être habité autrement. Il ne faut pas le forcer à être autrement. Voilà. Pierre Bienbeau. Non, je ne veux rien ajouter. Vous exprimez parfaitement ce que je pense. Merci à tous trois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si c'est le cas, manifestez-vous, monsieur. Je crois qu'il y a un micro qui circule. Non? Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît, puis vous nous dites, donnez-vous votre question. Ah. Je me présente, Henri Neymarck, petit-fils de déportés. Mes grands-parents ont fait partie du même convoi que les enfants d'Isieux. Et je voulais dire à ce titre que pour moi, il y a 2 lieux en France qui sont équivalents sur le plan émotionnel en tant que visiteurs et qui n'ont pas changé et qui sont en l'état, c'est Isieux et le Chambon-sur-Lignon. Parce que Chambon-sur-Lignon, vous venez à Chambon-sur-Lignon parce que vous connaissez une partie de l'histoire, vous connaissez le passé, vous connaissez la destination et la fonction du Chambon-sur-Lignon qui a été sauvé
et d'éduquer des enfants et de faire participer à un sauvetage sans que, quand on vient respirer une ambiance. Et quand on vient ici, on vient également respirer une ambiance et sentir l'environnement des enfants et la vie. Et c'est ce qui est transmis sans qu'il y ait de modification architecturale, mais on sait qu'il y a quelque chose qui s'est construit au Chambon. Merci pour ce témoignage, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre intervention? C'est votre dernière chance. Bonjour, Bertrand Vert, un des administrateurs de la Maison d'Isieux. Pour revenir par rapport au sujet de la table ronde, et merci beaucoup pour ces échanges précieux, ces témoignages précieux. Par rapport à l'époque, ce qu'on peut observer peut-être depuis quelques années, aujourd'hui, et certainement demain, c'est que de plus en plus des publics viennent de différentes parties de France, mais surtout aussi d'Europe, un petit peu à l'image de l'origine des enfants d'Isieux, dont M. Birnbaum faisait référence. C'est un peu moins de la moitié des enfants qui n'étaient pas nés en France. Et donc ma question par rapport à 93-94, est-ce que cette question était présente à l'époque? Ou est-ce qu'on en faisait une lecture, finalement, comme vous l'évoquiez, M. Birnbaum, assez républicaine, assez française et nationale? Dire un mot, on faisait une lecture très républicaine et nationale, qui était quand même la moindre des choses après la défaillance de Vichy. C'était normal, c'était une réaction, et ce qui est dans les mentalités, l'oscillation. D'autre part, la garantie, disons cette garantie-là, par rapport à des dérives que l'on constate aujourd'hui sur des cloisonnements excessifs et des volontés de segmentation à l'intérieur d'une communauté, ça peut être une sauvegarde aussi. Bon, ce qui se posait, c'était les autres victimes, les tziganes, mais c'est vrai que ce n'est pas au départ intégré, ça viendra par la suite. Et bien sûr, le cheminement des enfants montre bien aussi comment les différents pays d'Europe ont été atteints dans cette, disons, phase complètement meurtrière de la Deuxième Guerre mondiale. Pierre Birnbaum, le mot de la fin? Le mot de la fin, certainement pas. Pour aujourd'hui? Mais je pense que cette question se posait tout de même. Et en tout cas, dans les réunions du petit groupe qui allait mettre en place ce comité scientifique, est-ce un hasard? Nous étions tous de bons républicains, tous de bons Français et tous de bons universitaires, ou avocats, mais en tout cas tous dévoués à la cause de la République et de l'universalisme, mais nous étions tous juifs en plus. Et tous d'origine immigrée, Anne Greenberg, Henri Rousseau, tous. Et donc, ces dimensions existent, on ne peut pas les oublier. Les personnes qui sont à l'origine, enfin, dans le conseil scientifique, pas ailleurs bien sûr, mais dans le conseil scientifique, celles qui ont pris en charge ce questionnement de la création d'un lieu de mémoire Iketninck en France, dans la République, par la République, au moment de la trahison des idéaux de la République par l'État républicain, ce sont ces personnes-là qui posent cette question. Ça n'est pas facile. Et la France de l'époque n'est pas forcément ouverte à ce type de questionnement. L'est-elle de nos jours? L'est-elle davantage? Ça n'est pas non plus certain. Merci. Je vous remercie infiniment tous les trois. Pierre Birnbaum, Hélène Weisbord-Loin, François Guiguet. Merci à vous d'être venus nombreux.